J'ai vu ma belle-fille lancer une valise en cuir dans le lac et s'éloigner en voiture sans un seul regard en arrière. Je me suis précipitée vers la rive, luttant contre l'attraction de la berge boueuse, et j'ai extirpé la valise trempée de l'eau. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli la laisser tomber. C'est à ce moment-là que je l'ai entendue. Un son étouffé, faible, provenant de l'intérieur. « S'il vous plaît, mon Dieu, ne laissez pas cela être ce que je pense. » ai-je murmuré, mes doigts, tremblants, tâtonnant la fermeture éclair mouillée. Elle était coincée, mais a finalement cédé. À cet instant, mon cœur s'est tout simplement arrêté. Ce que j'ai vu à l'intérieur m'a glacé le sang d'une manière que je n'avais jamais ressentie en 63 ans de vie. Je m'appelle Hélène Leclerc, mais tout le monde m'appelle Léna. J'ai 63 ans et je vis seule depuis que j'ai enterré mon fils unique, Marc, il y a 8 mois. Notre maison, nichée au bord du lac des Genévriers dans la campagne bourguignonne, était autrefois remplie de rires et de souvenirs. Maintenant, elle me semblait trop grande, trop silencieuse. Cet après-midi de septembre, je sirotais mon thé glacé sur la terrasse arrière lorsque quelque chose a attiré mon attention. La berline argentée de Solène, ma belle-fille, a dévalé le chemin de terre, soulevant un épais nuage de poussière. Elle conduisait comme une folle à une vitesse insensée pour cette route sinueuse. Quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai posé ma tasse sur la balustrade de la terrasse et plissé les yeux pour mieux voir. Solène a freiné brutalement au bord du lac, le moteur tournant encore. Elle est sortie de la voiture comme si le diable en personne la poursuivait. Son visage était rouge, ses cheveux en désordre. Elle a ouvert le coffre avec une telle violence que j'ai cru qu'elle allait arracher la portière de ses gonds. C'est là que j'ai vu la valise, cette valise en cuir marron que je lui avais moi-même offerte le jour de son mariage avec Marc. « Pour transporter tes rêves, où que tu ailles, » lui avais-je dit alors. Quelle folie j'avais eue! Solène a traîné le sac. Il était lourd. Je pouvais le dire à la façon dont son corps se tendait, à la façon dont ses bras tremblaient. Elle a jeté un regard autour d'elle, nerveuse, coupable. Je n'oublierai jamais ce regard. « Solène !» ai-je crié depuis la terrasse, mais elle ne m'a pas entendu ou a fait semblant de ne pas m'entendre. Elle s'est dirigée vers le bord de l'eau. Chaque pas semblait être une lutte, comme si elle portait non seulement un poids, mais un terrible fardeau. Elle a balancé la valise 1 fois, 2 fois, et au 3e effort, elle l'a lancée dans l'eau. Le plongeon a brisé le silence de l'après-midi. Le sac a flotté un instant, avant de commencer sa lente et terrible descente. Solène est retournée en courant à la voiture. Le moteur a rugi, les pneus ont crissé sur le gravier, et elle a disparu sur le chemin de terre, ne laissant derrière elle que de la poussière tourbillonnante et un silence épais. Je suis restée paralysée pendant quelques secondes. À quoi venais-je d'assister? Solène, la valise, le lac, le désespoir pur dans ses mouvements. Un frisson a parcouru mon échine malgré la chaleur de l'après-midi. Mes jambes se sont mises en mouvement avant que mon esprit ne puisse entièrement traiter ce qui se passait. J'ai dévalé les marches de la terrasse, traversé le jardin et atteint la rive boueuse. Le lac n'était qu'à 100 mètres. J'ai couru comme je n'avais pas couru depuis des années. Mes genoux protestaient, ma poitrine me brûlait, mais je ne me suis pas arrêtée. Quand j'ai atteint la rive, j'étais haletante, mon cœur martelant contre mes côtes. La valise était toujours là, flottant, coulant lentement. Le cuir était détrempé, sombre et lourd. Je suis entrée dans l'eau sans hésiter. Le lac était froid, beaucoup plus froid que je ne l'avais prévu. Il a atteint mes genoux, puis ma taille. La boue du fond aspirait mes pieds. J'ai tendu la main, attrapé une des poignées
et tiré. C'était incroyablement lourd. J'ai tiré plus fort, mes bras tremblants sous l'effort. L'eau m'a éclaboussé le visage. Mes vêtements étaient complètement trempés. Finalement, j'ai réussi à traîner la valise vers la rive. C'est alors que j'ai entendu le son. Un cri faible, étouffé, venant de l'intérieur du sac. Mon sang s'est glacé. Non, ça ne pouvait pas être ça. S'il vous plaît, mon Dieu, ne laissez pas cela être ce que je pense, ai-je plaidé. J'ai tiré plus vite, poussé par une panique pure. J'ai hissé la valise sur le sable humide et suis tombée à genoux à côté d'elle. Mes mains ont cherché la fermeture éclair. Elle était coincée, mouillée et légèrement rouillée. Mes doigts n'arrêtaient pas de glisser. Allez, allez, ai-je marmonné entre mes dents serrées. Des larmes ont commencé à brouiller ma vision. J'ai forcé la fermeture éclair 1 fois, 2 fois. Elle a finalement cédé. J'ai soulevé le couvercle et le monde entier s'est arrêté. Mon cœur a cessé de battre. L'air était piégé dans ma gorge. Mes mains se sont portées à ma bouche pour étouffer un cri. Là, enveloppé dans une couverture bleu poudré trempée, se trouvait un bébé, un nouveau-né, si petit, si fragile, si immobile. Ses lèvres étaient bleues, sa peau pâle comme de la cire, ses yeux fermés. Il ne bougeait pas. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Non! Mes mains tremblaient si violemment que je pouvais à peine le tenir. Je l'ai sorti de la valise avec une tendresse que je ne savais pas que je possédais encore. Il était froid. Si froid. Il pesait moins qu'un sac de sable. Sa petite tête tenait dans la paume de ma main. Son cordon ombilical était encore attaché avec un morceau de ficelle ordinaire. De la ficelle, pas une pince médicale, comme si quelqu'un avait fait cela à la maison, en secret, sans aucune aide. Non, 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 ai-je chuchoté, encore et encore. J'ai pressé mon oreille contre sa poitrine. Silence, rien. J'ai pressé ma joue contre son nez, et c'est là que j'ai senti le plus faible souffle d'air, si faible que j'ai cru l'avoir imaginé. Mais il était là. Il respirait à peine, mais il respirait. Je me suis relevée en titubant, serrant le bébé contre ma poitrine. Mes jambes ont failli flancher. J'ai couru vers la maison plus vite que je n'avais jamais couru de ma vie. L'eau coulait de mes vêtements. Mes pieds nus étaient coupés et saignaient sur le chemin accidenté. Mais je ne sentais aucune douleur. Seulement la terreur. Seulement l'urgence. Seulement le besoin désespéré de sauver la petite vie qui tremblait contre moi. Je suis entrée en trombe dans la maison en hurlant. Je ne sais pas ce que je criais. Peut-être à l'aide. Peut-être Jésus. Peut-être rien de cohérent. J'ai attrapé le téléphone de la cuisine d'une main, tenant le bébé de l'autre. J'ai composé le 15, le numéro du SAMU. Mes doigts ont glissé sur les touches. Le téléphone a failli tomber 2 fois. « SAMU, j'écoute » a demandé une voix féminine calme. « Un bébé. »« J'ai trouvé un bébé dans le lac. Il ne réagit pas. Il est froid. Il est bleu. S'il vous plaît, envoyez de l'aide. » « Madame, je vais avoir besoin que vous vous calmez. Donnez-moi votre adresse. » J'ai balbutié mon adresse près du lac des Genévriers. L'opératrice m'a demandé de placer le bébé sur une surface plane. J'ai balayé tout ce qui se trouvait sur la table de la cuisine d'un seul bras. Assiettes, papier, tout s'est écrasé au sol. Rien n'avait d'importance. J'ai placé le bébé sur la table. Si petit, si fragile, si immobile. « Est-ce qu'il respire ?» ai-je crié à l'opératrice, ma voix un son aigu, méconnaissable. « C'est à vous de me le dire. Regardez sa poitrine. Est-ce qu'elle bouge ?» J'ai regardé de près, cherchant un mouvement presque imperceptible, si subtil que j'ai dû me pencher pour le voir. « Oui,
Je crois. Très faiblement. D'accord, écoutez attentivement. Je vais vous guider. Je veux que vous preniez une serviette propre et que vous séchiez le bébé très doucement. Ensuite, enveloppez-le pour le garder au chaud. L'ambulance est déjà en route. J'ai fait ce qu'on me disait. J'ai attrapé des serviettes dans la salle de bain. J'ai séché son petit corps avec des gestes maladroits et désespérés. Chaque seconde semblait une éternité. J'ai enveloppé le bébé fermement dans des serviettes propres. Je l'ai repris dans mes bras, le berçant contre ma poitrine. J'ai commencé à le bercer sans même m'en rendre compte. Un instinct ancien que je pensais avoir oublié. « Tiens bon, petit !» ai-je chuchoté. « S'il te plaît, tiens bon. Ils arrivent. Ils viennent t'aider. » Les minutes qui ont suivi jusqu'à l'arrivée de l'ambulance ont été les plus longues de ma vie. Je me suis assise sur le sol de la cuisine avec le bébé pressé contre ma poitrine. J'ai chanté. Je ne sais pas ce que j'ai chanté. Peut-être la même chanson que je chantais à Marc quand il était petit. Peut-être juste des sons insensés. J'avais juste besoin qu'il sache qu'il n'était pas seul, que quelqu'un le tenait, que quelqu'un voulait qu'il vive. Les sirènes ont déchiré le silence. Des lumières rouges et blanches ont clignoté à travers les fenêtres. J'ai couru à la porte. 2 ambulanciers ont sauté de l'ambulance. Un homme plus âgé, avec une barbe grise, et une jeune femme aux cheveux sombres, attachée en queue de cheval. Elle a pris le bébé de mes bras avec une efficacité qui m'a brisé le cœur. Elle l'a examiné rapidement, a sorti un stéthoscope et a écouté. Son visage était sans expression, mais j'ai vu ses épaules se tendre. Hypothermie sévère. Possible aspiration, a-t-elle dit à son partenaire. On doit y aller maintenant. Ils l'ont placé sur un petit brancard. Lui ont mis un masque à oxygène. Leurs mains travaillaient vite, connectant des fils, des moniteurs, des choses que je ne comprenais pas. L'homme m'a regardé. « Vous venez avec nous ?» Ce n'était pas une question. Je suis montée dans l'ambulance, m'enfonçant dans le petit siège latéral. Je ne pouvais pas arrêter de regarder le bébé, si petit au milieu de tout cet équipement. L'ambulance a démarré. Sirène hurlante, le monde défilant en flou derrière les fenêtres. « Comment l'avez-vous trouvé ?» a demandé l'ambulancière tout en continuant à travailler. « Dans une valise, dans le lac. J'ai vu quelqu'un la jeter. » Elle m'a regardé, puis son partenaire. J'ai vu quelque chose dans ses yeux. De l'inquiétude, peut-être de la suspicion, peut-être de la pitié. « Avez-vous vu qui c'était ?» J'ai ouvert la bouche, puis je l'ai refermée. Solène, ma belle-fille, la veuve de Marc, la femme qui a pleuré à son enterrement comme si son monde s'était écroulé. La même femme qui venait d'essayer de noyer un bébé. Comment pouvais-je dire ça? Comment pouvais-je même le croire moi-même? Oui, ai-je finalement dit. J'ai vu qui c'était. Nous sommes arrivés à l'hôpital central de Dijon en moins de 15 minutes. Les portes des urgences se sont ouvertes en grand. Une douzaine de personnes en blouse blanche et verte ont envahi le brancard. Ils criaient des chiffres, des termes médicaux, des ordres. Ils ont précipité le bébé à travers une série de portes battantes. J'ai essayé de suivre, mais une infirmière m'a arrêtée. « Madame, vous devez rester ici. Les médecins travaillent. Nous avons besoin de quelques informations. » Elle m'a conduite dans une salle d'attente. Murs couleur crème, chaises en plastique, l'odeur de désinfectant. Je me suis assise, tremblant de la tête aux pieds. Je ne savais pas si c'était à cause du froid de mes vêtements mouillés ou du choc. Probablement les deux. L'infirmière s'est assise en face de moi. Elle était plus âgée que l'ambulancière, peut-être de mon âge. Son badge indiquait « Infirmière Diane ».
Elle avait des rides bienveillantes autour des yeux. « Je vais avoir besoin que vous me racontiez tout ce qui s'est passé, » a-t-elle dit doucement. J'ai raconté chaque détail, du moment où j'ai vu la voiture de Solène jusqu'à ce que j'ouvre la valise. Diane prenait des notes sur une tablette, hochant la tête, sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a soupiré profondément. « La gendarmerie voudra vous parler, » a-t-elle dit. « C'est une tentative d'homicide, peut-être pire. »« Tentative d'homicide !» Les mots flottaient dans l'air comme des oiseaux noirs. Ma belle-fille, la femme de mon fils, une meurtrière. Je n'arrivais pas à l'assimiler. Je ne pouvais pas comprendre. Diane a posé sa main sur la mienne. « Vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez sauvé une vie aujourd'hui. » Mais ce n'est pas comme ça que je me sentais. J'avais l'impression d'avoir découvert quelque chose de terrible, quelque chose que je ne pouvais pas repousser dans l'obscurité, quelque chose qui changerait tout pour toujours. 2 heures se sont écoulées avant qu'un médecin ne vienne me parler. Il était jeune, peut-être 35 ans. Il avait des cernes profonds sous les yeux et des mains qui sentaient le savon antibactérien. « Le bébé est stable, » a-t-il dit. « Il est en soins intensifs néonatals pour le moment. Il a souffert d'une hypothermie sévère et a aspiré de l'eau. Ses poumons sont compromis. Les prochaines 48 heures sont critiques. »« Va-t-il vivre ?» ai-je demandé, la voix brisée. « Je ne sais pas, » a-t-il dit avec une honnêteté brutale. « Nous allons faire tout ce que nous pouvons. » Les gendarmes sont arrivés une demi-heure plus tard. 2 officiers, une femme d'une 40aine d'années, avec les cheveux tirés en un chignon serré, et un jeune homme prenant des notes. La femme s'est présentée comme le lieutenant Ava Lefebvre de la Gendarmerie nationale de la Côte d'Or. Elle avait des yeux sombres qui semblaient voir à travers les mensonges. Ils m'ont posé les mêmes questions encore et encore sous différents angles. J'ai décrit la voiture, l'heure exacte, les mouvements de Solène, la valise, tout. Ava m'observait avec une intensité qui me faisait me sentir coupable, même si je n'avais rien fait de mal. « Et êtes-vous sûr que c'était votre belle-fille ?»« Absolument sûr, absolument. » « Pourquoi ferait-elle une chose pareille ?»« Je ne sais pas. »« Où est-elle maintenant ?»« Je ne sais pas. » « Quand lui avez-vous parlé pour la dernière fois avant aujourd'hui ?»« Il y a 3 semaines, à l'anniversaire de la mort de mon fils. » Eva a noté quelque chose. Elle a échangé un regard avec son partenaire. « Nous aurons besoin que vous veniez à la gendarmerie demain pour faire une déposition formelle. Et vous ne devez contacter Solène sous aucun prétexte. Vous comprenez ?» J'ai hoché la tête. Qu'allais-je lui dire de toute façon ? Pourquoi as-tu essayé de tuer un bébé ? Pourquoi l'as-tu jeté dans le lac comme un déchet ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Les officiers sont partis. Diane est revenue avec une couverture et une tasse de thé chaud. « Vous devriez rentrer chez vous, vous reposer, changer de vêtements. » Mais je ne pouvais pas partir. Je ne pouvais pas laisser ce bébé seul à l'hôpital. Ce bébé que j'avais tenu contre ma poitrine, qui avait pris son dernier souffle d'espoir dans mes bras. Je suis restée dans la salle d'attente. Diane m'a apporté des vêtements secs de la réserve de l'hôpital, une tenue d'infirmière et un t-shirt ample. Je me suis changée dans les toilettes en me regardant dans le miroir. J'avais l'air d'avoir vieilli de 10 ans en un après-midi. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée assise sur cette chaise en plastique à regarder l'horloge. Toutes les heures, je me levais et demandais des nouvelles du bébé. Les infirmières me donnaient la même réponse. Stable, critique, il se bat. À 3 heures du matin, l'abbé Thomas, le curé de mon église, est arrivé. Quelqu'un avait dû l'appeler. Il s'est assis à côté de moi en silence. Il n'a rien dit pendant un long moment. Il était juste là.
Parfois, c'est tout ce dont on a besoin, une présence, la preuve qu'on n'est pas complètement seul en enfer. Dieu nous met à l'épreuve de bien des manières, a-t-il finalement dit. Cela ne ressemble pas à une épreuve, ai-je répondu. Cela ressemble à une malédiction. Il a hoché la tête. Il n'a pas essayé de me convaincre du contraire, et j'ai apprécié cela plus que n'importe quel sermon. Alors que le soleil commençait à se lever, je savais que plus rien ne serait jamais pareil. J'avais franchi une ligne. J'avais vu quelque chose que je ne pouvais pas dévoir. Quoi qu'il advienne ensuite, je devrais y faire face. Parce que ce bébé, ce petit être luttant pour chaque respiration dans la pièce voisine, était devenu ma responsabilité. Je n'avais pas choisi cela, mais je ne pouvais pas l'abandonner non plus. Pas après l'avoir sorti de l'eau, pas après avoir senti son cœur battre contre le mien. L'aube est arrivée sans même que je m'en aperçoive. La lumière filtrait à travers les fenêtres de la salle d'attente, peignant tout d'une lueur orange pâle. J'avais passé toute la nuit sur cette chaise en plastique. Mon dos me faisait mal. Mes yeux me brûlaient, mais je ne pouvais pas partir. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais la valise couler. Je voyais ce petit corps immobile. Je voyais les lèvres bleues. Diane est arrivée à 7 heures du matin, avec du café et un sandwich emballé dans du papier d'aluminium. « Vous devez manger quelque chose », a-t-elle dit en me les mettant dans les mains. Je n'avais pas faim, mais j'ai mangé quand même parce qu'elle se tenait là, à attendre. Le café était trop chaud et m'a brûlé la langue. Le sandwich avait un goût de carton, mais j'ai avalé. J'ai mâché. J'ai fait semblant d'être une personne normale faisant des choses normales, un matin normal. Le bébé est toujours stable, a dit Diane en s'asseyant à côté de moi. Sa température corporelle remonte, ses poumons répondent au traitement. C'est un bon signe. Puis-je le voir ? Elle a secoué la tête. Pas encore. La famille immédiate seulement. Et nous ne savons même pas qui est la famille. Famille ? Le mot m'a frappé comme une pierre. Ce bébé avait une famille, une mère, Solène, mais elle avait essayé de le tuer. Alors, qui était le père ? Où était-il ? Pourquoi personne n'avait signalé sa disparition ? Les questions s'accumulaient dans ma tête sans réponse. À 9 heures, Eva est revenue. Elle était seule cette fois. Elle s'est assise en face de moi avec un dossier entre les mains. Son expression était dure, inquisitrice. Elle me regardait comme si j'étais la suspecte. « Hélène, je dois vous poser quelques questions supplémentaires », a-t-elle dit en ouvrant le dossier. « Je vous ai déjà dit tout ce que je sais. » « Je sais, mais des incohérences sont apparues. » « Des incohérences ?» Le mot flottait entre nous comme une accusation. J'ai senti mon estomac se nouer. Quel genre d'incohérence ? Eva a sorti une photographie et l'a posée sur la petite table entre nous. C'était la voiture de Solène, mais elle était sur un parking, pas au bord du lac. Cette photo a été prise par une caméra de sécurité d'un supermarché à 30 minutes d'ici hier à 17h20. 17h20, 10 minutes après que je l'ai supposément vue au lac. Impossible. J'ai regardé la photo de plus près. C'était sa voiture, la plaque d'immatriculation et tout le reste. Mais ce n'est pas possible, il doit y avoir une erreur, ai-je dit. Je l'ai vu, j'étais là, je l'ai vu jeter la valise. Vous étiez sûre, a-t-elle dit, mais ma voix semblait moins convaincante maintenant. Ava s'est penchée en avant. Hélène, j'ai besoin que vous soyez honnête avec moi. Quelle est votre relation avec Solène ? Vous vous entendez bien ? Et voilà, la vraie question, celle que j'attendais depuis l'arrivée de la gendarmerie. Parce que nous ne nous entendions pas. Jamais. Depuis le jour où Marc me l'a présentée, j'ai su que quelque chose clochait chez elle. Elle était trop parfaite, trop calculatrice, trop intéressée par l'argent que Marc gagnait comme ingénieur.
Nous ne sommes pas proches, ai-je admis. La blâmez-vous pour la mort de votre fils? Quoi? Ma voix était trop forte, trop défensive. C'est une question simple. Blâmez-vous Solène pour la mort de Marc? L'accident. C'est comme ça que tout le monde l'appelait. Marc rentrait à la maison après un dîner avec Solène. Il pleuvait. La voiture a dérapé. Elle a heurté un arbre. Marc est mort sur le coup. Solène s'en est sortie avec des égratignures mineures. Cela m'a toujours semblé étrange. Cela m'a toujours semblé pratique, mais je n'ai jamais eu de preuves. Juste une mère au cœur brisé, cherchant quelqu'un à blâmer. Je ne vois pas ce que ça a à voir avec le bébé. Ça a tout à voir avec ça, a dit Ava en fermant le dossier. Parce que nous n'avons pas réussi à localiser Solène. Elle a disparu. Sa maison est vide, son téléphone est éteint, et vous êtes la seule personne qui prétend l'avoir vue hier. Ces mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. Elle m'accusait, pas directement, mais l'insinuation était claire comme le jour. Elle pensait que j'avais tout inventé, que j'avais trouvé le bébé d'une autre manière et que j'accusais Solène par vengeance. Je n'ai pas menti, ai-je dit, la mâchoire serrée. J'ai vu ce que j'ai vu. Alors nous devons trouver Solène, et vite, parce que si elle est la mère de ce bébé, il est en grand danger. Et si elle ne l'est pas, alors nous avons un mystère encore plus grand sur les bras. Ava s'est levée, me tendant une carte avec son numéro. Si vous vous souvenez de quoi que ce soit d'autre, de n'importe quel détail, appelez-moi. Elle est sortie, me laissant avec plus de questions que de réponses. Je suis restée assise là, la carte à la main, me demandant si je perdais la tête. J'avais vu Solène, j'en étais sûre. Mais maintenant, le doute s'infiltrait comme un poison. Et si je m'étais trompée? Et si c'était quelqu'un d'autre? Et si mon chagrin et mon ressentiment m'avaient fait voir ce que je voulais voir? L'abbé Thomas est revenu à midi. Il tenait un chapelet dans ses mains. « Voulons-nous prier » a-t-il demandé. Je ne suis pas très religieuse. Je ne l'ai jamais été. Mais à ce moment-là, j'avais besoin de quelque chose de plus grand que moi. Quelque chose pour me dire que je n'étais pas seule dans cet enfer. J'ai hoché la tête. Nous avons prié ensemble, tranquillement. Les mots familiers m'ont calmée, même si je ne comprenais pas comment cela fonctionnait. Quand nous avons eu fini, je me sentais un peu moins brisée. La gendarmerie pense que je mens, ai-je confié. La vérité finit toujours par éclater, a-t-il répondu, même si cela prend du temps. Mais nous n'avions pas le temps. Ce bébé se battait pour sa vie, et quelque part, Solène se cachait ou fuyait ou planifiait son prochain coup. À 3 heures de l'après-midi, un autre médecin est venu me voir. Une femme plus âgée cette fois, avec des lunettes épaisses et une expression sérieuse. « Nous avons besoin de votre autorisation pour effectuer des tests sur le bébé, » a-t-elle dit. Je ne suis pas de la famille. Nous le savons, mais vous êtes la seule partie responsable. L'aide sociale à l'enfance est en route, mais en attendant, nous devons agir. Le bébé a besoin d'une analyse de sang. Nous devons savoir s'il a des problèmes de santé, s'il a été exposé à des drogues, s'il a des blessures que nous n'avons pas détectées. J'ai signé les papiers. Je ne les ai même pas lus complètement. Je voulais juste qu'il fasse tout ce qui était nécessaire pour le sauver. 2 heures plus tard, l'assistante sociale est arrivée. Marie était jeune, trop jeune pour ce travail, ai-je pensé. Peut-être 25 ans. Cheveux courts, un tailleur gris, un sourire professionnel qui n'atteignait pas ses yeux. « Madame Leclerc » a-t-elle dit en s'asseyant à côté de moi. « Je dois vous poser quelques questions sur votre situation. Je comprends que vous avez trouvé le bébé. » L'histoire à nouveau, les questions à nouveau. Mais Marie était différente. Elle ne me regardait pas avec suspicion.
Elle me regardait avec pitié, ce qui était en quelque sorte pire. « Vivez-vous seule » a-t-elle demandé. « Oui. »« Avez-vous un revenu stable ?»« J'ai la pension de réversion de mon défunt mari et quelques économies. »« Casier judiciaire ?»« Non. »« Problème de santé mentale, dépression, anxiété ?» J'ai hésité. Après la mort de Marc, j'ai pris des antidépresseurs pendant 3 mois. Mon médecin m'a dit que c'était normal, que le deuil avait parfois besoin d'une aide chimique. J'ai arrêté quand j'ai commencé à me sentir mieux. J'ai eu une dépression après la mort de mon fils, ai-je admis, mais c'est passé. Marie a noté quelque chose. Je ne pouvais pas voir quoi. Le bébé va avoir besoin d'un foyer temporaire quand il sortira de l'hôpital, a-t-elle dit. S'il sort, l'ASE cherchera des familles d'accueil agréées. En attendant, il restera sous la garde de l'État. La garde de l'État. Ces mots ont brisé quelque chose en moi. Ce bébé que j'avais tenu contre ma poitrine, qui avait respiré son premier souffle de vie dans mes bras, serait confié à des étrangers, à un système, à des gens qui le verraient comme un simple dossier, un simple numéro. Et si je voulais, les mots sont sortis avant que je puisse les arrêter. Et si je voulais m'occuper de lui? Marie m'a regardée, surprise, puis sceptique. Madame Leclerc, vous avez 63 ans. Vous n'êtes pas une famille d'accueil agréée. Vous n'avez aucune relation légale avec le bébé et vous êtes impliquée dans une enquête criminelle en cours. Je n'ai rien fait de mal. Je lui ai sauvé la vie. Je sais, mais le système a des protocoles. L'intérêt supérieur de l'enfant passe avant tout. Et franchement, votre âge et votre situation émotionnelle récente sont des facteurs que nous devons prendre en considération. J'ai eu l'impression d'avoir été giflée. Trop vieille, trop instable, trop brisée. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que c'était fou, ne serait-ce que d'y penser. Mais quand je fermais les yeux, tout ce que je voyais était ce petit corps fragile, et je savais que personne d'autre au monde ne l'aimerait comme je le pouvais. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi pour la première fois en 36 heures. Diane m'a convaincue. Elle a dit que je devais prendre une douche, dormir dans un vrai lit, que le bébé irait bien et qu'ils appelleraient si quelque chose changeait. J'ai conduit jusqu'à la maison alors que le soleil se couchait. Le lac scintillait sur ma droite. Je me suis arrêtée à l'endroit exact où j'avais vu Solène, où j'avais sorti la valise. Je suis sortie de la voiture, marchant jusqu'à la rive. La valise avait disparu. Les gendarmes l'avaient prise comme preuve, mais je pouvais voir exactement où elle avait été. Je pouvais voir mes propres empreintes de pas dans la boue séchée. Je suis restée là alors que l'obscurité tombait, me demandant si je connaîtrais un jour la vérité, me demandant si Solène regardait de quelque part, me demandant ce qui diable s'était vraiment passé. Et puis, mon téléphone a sonné. C'était l'hôpital. Mon cœur s'est arrêté. « Madame Leclerc » a dit la voix de Diane. « Vous devez revenir maintenant. » J'ai conduit jusqu'à l'hôpital, ignorant tous les panneaux de limitation de vitesse. Mes mains tremblaient sur le volant. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre par-dessus le moteur. Diane ne m'avait donné aucun détail au téléphone. Juste « Revenez maintenant ». Ces 3 mots suffisaient à remplir ma tête des pires scénarios possibles. Le bébé était mort. Ce devait être ça. Pourquoi d'autres appelleraient-ils avec une telle urgence? Il s'était battu pendant 2 jours, et finalement, son petit corps avait cédé. Je n'avais pas été assez rapide. Je me suis garée n'importe comment, occupant 2 places. J'ai couru vers les portes des urgences. Diane m'attendait à l'entrée. Son expression était sérieuse. Mais il y avait autre chose.
quelque chose que je ne pouvais pas déchiffrer. Il est en vie, a-t-elle dit immédiatement, comme si elle savait exactement à quoi je pensais. Le bébé est en vie, mais vous devez venir avec moi. Elle m'a conduite dans des couloirs que je ne connaissais pas. Nous avons pris un ascenseur jusqu'au 3e étage, passé les soins intensifs néonatals et continué à marcher. Finalement, nous sommes arrivés dans une petite salle de conférence. À l'intérieur se trouvaient le lieutenant Eva, Marie, l'assistante sociale, et un homme que je ne reconnaissais pas. Il était plus âgé, peut-être 60 ans. Il portait un costume sombre et des lunettes. Il avait le visage d'un avocat. « Veuillez vous asseoir », a dit Ava en désignant une chaise. Je me suis assise. Mes jambes étaient comme de la gélatine. Tout le monde me regardait avec une intensité qui me donnait envie de fuir. « Nous avons reçu les résultats de l'analyse ADN du bébé », a dit Ava. Ces mots sont tombés comme des pierres dans une eau calme. ADN. Je ne comprenais pas pourquoi ils avaient fait ça. Que cherchaient-ils? Et ai-je demandé lorsque le silence est devenu insupportable. Ava a échangé un regard avec l'homme en costume. Il a hoché la tête, a ouvert un dossier et a sorti plusieurs feuilles imprimées. Il les a placées devant moi. Le bébé est un garçon. Il est né il y a environ 3 jours, selon les examens médicaux. Ava a fait une pause. Et Hélène, il est votre petit-fils. Le monde s'est arrêté. Les mots n'avaient aucun sens. Je les ai entendus, mais mon cerveau refusait de les traiter. Mon petit-fils? Impossible. Marc est mort il y a 8 mois. Il n'a laissé aucun enfant, aucune grossesse, rien. C'est impossible, ai-je chuchoté. Les résultats sont concluants, a dit l'homme en costume. Je suis le docteur Ernest Soto, spécialiste en génétique médico-légale. Nous avons effectué les tests 2 fois pour être sûrs. Le bébé partage environ 25% de son ADN avec vous. Il est définitivement votre petit-fils biologique, le fils de Marc. Le fils de Marc? Mon Marc? J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait frappé à la poitrine avec un marteau. Marc avait un fils qu'il n'a jamais connu, un fils que quelqu'un avait essayé de noyer dans un lac. Mais comment? Ma voix semblait lointaine. Marc est mort il y a 8 mois. Solène n'a jamais parlé de grossesse. Exactement, a dit Ava en se penchant en avant. Solène était enceinte au moment de l'accident. Selon nos calculs, elle a conçu environ 1 mois avant la mort de Marc, ce qui signifie qu'elle savait. La pièce tournait. Solène savait qu'elle était enceinte quand Marc est mort. Pourquoi n'a-t-elle rien dit? Pourquoi a-t-elle caché la grossesse pendant 9 mois? Pourquoi a-t-elle accouché en secret pour ensuite essayer de tuer son propre enfant? Je ne comprends pas, ai-je dit. Des larmes commençaient à brouiller ma vision. Pourquoi ferait-elle ça? C'est son fils, le fils de Marc. C'est ce que nous devons découvrir, a dit Ava. Mais il y a plus, Hélène. J'ai besoin que vous écoutiez très attentivement ce que je vais vous dire. Je me suis préparée. Je ne savais pas à quoi, mais je savais que ce qui allait suivre serait pire. Nous avons enquêté sur l'accident de votre fils, et il y a des incohérences. Des incohérences majeures. Quel genre d'incohérence? La voiture de Marc a été examinée après l'accident. Le rapport officiel disait que c'était un dérapage dû à la pluie, mais nous avons demandé une nouvelle expertise. Ils ont trouvé des preuves de manipulation des freins. Quelqu'un les a sabotés. Le mot est tombé comme une bombe. Sabotage. Meurtre. Mon fils n'était pas mort dans un accident. Il avait été assassiné. Solène, ai-je dit. Ce n'était pas une question. C'est notre principal suspecte, a admis Ava. Mais nous avons besoin de preuves et nous devons la trouver. Elle a complètement disparu. Elle n'a pas utilisé son téléphone. Elle n'a pas touché à ses comptes en banque. C'est comme si elle s'était volatilisée.
Je me suis levée de la chaise. J'avais besoin de bouger. J'avais besoin d'air. Je me suis dirigée vers la fenêtre. Dehors, la ville scintillait de millions de lumières. La vie normale. Des gens normaux. Pendant que j'étais piégée dans ce cauchemar. Mon fils, ai-je chuchoté contre la vitre. Mon bébé, elle l'a tué. Personne n'a répondu. Il n'y avait rien à dire. J'ai senti une main sur mon épaule. C'était Marie. Il y a encore une chose que vous devez savoir, a-t-elle dit doucement, à propos du bébé, de son avenir. Je me suis retournée. Ses yeux étaient gentils, mais tristes. Étant donné que le bébé est votre petit-fils biologique, vous avez des droits légaux. Vous pouvez demander sa garde. Elle a levé la main avant que je puisse parler. Ce sera un long processus. Il y aura des évaluations, des visites à domicile et des entretiens psychologiques. Et en attendant, le bébé restera sous la garde de l'État. Non. Le mot est sorti comme un rugissement. Vous n'allez pas me le prendre. Il est tout ce qui me reste de Marc. C'est mon petit-fils, mon sang. Je comprends, a dit Marie. Croyez-moi, je comprends. Mais le système a des protocoles. Et après tout ce qui s'est passé, nous devons nous assurer que le bébé est en sécurité. Il sera plus en sécurité avec moi qu'avec n'importe quel étranger. Peut-être. Mais cette décision ne m'appartient pas. Elle appartient à un juge et au bien-être de l'enfant. Le docteur Soto a parlé pour la première fois depuis sa révélation initiale. Il y a un autre facteur que nous devons considérer. Le bébé a subi un traumatisme grave, une hypothermie, une quasi-noyade. Les prochaines semaines seront critiques pour son développement. Il aura besoin de soins spécialisés, de thérapie, d'un suivi médical constant. Je ferai tout ce qu'il faudra, ai-je dit. Tout. Ava s'est levée. Hélène, je veux que vous compreniez une chose. Vous n'êtes pas une suspecte. Nous croyons votre histoire, mais vous ne pouvez pas non plus simplement garder le bébé parce qu'il est votre petit-fils. Il y a une procédure légale. Et en attendant, notre priorité est de trouver Solène. Nous avons besoin de votre aide. Comment? Pensez, Solène. A-t-elle déjà mentionné un endroit spécial, une propriété, un ami ou un parent chez qui elle pourrait se cacher? J'ai fermé les yeux. J'ai pensé à toutes les conversations que j'avais eues avec Solène pendant les 3 années où elle a été mariée à Marc. Elles étaient rares et superficielles. Elle ne parlait jamais de sa famille. Elle ne mentionnait jamais son passé. C'était comme si elle était sortie de nulle part le jour où elle a rencontré Marc. Elle a une tante, ai-je soudainement dit. Dans le nord, près de la frontière suisse. Marc l'a mentionné une fois. Il a dit que Solène avait grandi avec elle dans un endroit près de Besançon. Ava l'a rapidement noté. Son nom? Je ne sais pas. Marc ne l'a jamais dit. C'est un début, a dit Ava. Nous allons enquêter. Tout le monde est parti, sauf Diane. Elle est restée avec moi dans cette salle de conférence froide et vide. Voulez-vous voir votre petit-fils? A-t-elle demandé. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Elle m'a conduite à travers des portes de sécurité jusqu'à l'unité de soins intensifs néonatales. Elle m'a fait me laver les mains, enfiler une blouse stérile. Puis, elle m'a guidée jusqu'à un incubateur dans un coin. Et il était là, mon petit-fils, le fils de Marc. Si petit, si fragile, connecté à des tubes et des fils, mais vivant, respirant, se battant. Il avait les cheveux noirs de Marc, le nez de Marc, les longs doigts de Marc. Puis-je le toucher? Ai-je chuchoté? Oui, soyez juste douce. J'ai étendu ma main à travers l'ouverture de l'incubateur. J'ai touché sa petite main. Elle était si douce, si chaude. Ses petits doigts se sont refermés sur mon index.
Un réflexe, mais cela ressemblait à une promesse. « Bonjour, petit. » ai-je chuchoté. « Je suis ta grand-mère et je te promets que je vais te protéger. Plus personne ne te fera de mal. Je le jure sur la mémoire de ton père. » Diane a posé sa main sur mon épaule. « Il a besoin d'un nom, » a-t-elle dit doucement. « Pour les dossiers de l'hôpital, jusqu'à ce que nous trouvions la mère ou qu'un juge décide d'un nom. » Marc avait voulu nommer son premier fils Élie, d'après mon père. Il me l'avait dit une fois lors d'un dîner de Noël. « Si j'ai un fils, je l'appellerai Élie. »« Élie, » ai-je dit. Son nom est Élie. Je suis restée là toute la nuit, assise à côté de l'incubateur, lui tenant la main, lui chantant les chansons que je chantais à Marc, lui promettant un avenir que je ne savais pas si je pourrais lui donner, mais le promettant quand même. Parce que maintenant je savais la vérité. Ce bébé n'était pas un étranger que j'avais trouvé par hasard. Il était mon sang, ma famille, tout ce qui restait de mon fils assassiné. Et je n'allais laisser personne me l'enlever. Pas le système, pas Solène, personne. Les jours suivants furent un cauchemar bureaucratique. Je me réveillais chaque matin à 5 heures. Je prenais une douche, m'habillais et conduisais jusqu'à l'hôpital. Je passais la journée à côté de l'incubateur d'Élie. Et l'après-midi, les visites commençaient. Avocats, travailleurs sociaux, gendarmes, tous avec des dossiers, tous avec des questions, tous décidant si j'étais assez bonne pour élever mon propre petit-fils. Marie est arrivée le 3e jour avec une liste d'exigences. Elle l'a lue d'une voix monotone, comme si elle récitait un manuel d'appareil ménager. Vous aurez besoin d'une vérification de casier judiciaire, d'une évaluation psychologique complète, d'un examen médical, d'une vérification de revenus, d'une inspection de votre domicile, de références personnelles d'au moins 3 personnes non membres de votre famille. Et vous devrez suivre un cours de 40 heures sur la garde d'enfants. 40 heures. Comme si je n'avais pas élevé un enfant jusqu'à l'âge adulte. Comme si je ne savais pas comment changer une couche ou préparer un biberon. Mais je n'ai rien dit. J'ai juste hoché la tête et pris le papier qu'elle me tendait. Combien de temps tout cela prendra-t-il ? Ai-je demandé. Si vous avez de la chance, 6 semaines. Sinon, 3 mois. 3 mois. Élie serait en famille d'accueil pendant 3 mois, pendant que je sautais à travers des cerceaux bureaucratiques pour prouver que je méritais de l'élever. Et lui, en attendant ? Quand il sortira de l'hôpital, il ira dans une famille d'accueil temporaire agréée. Il recevra des soins appropriés. Vous serez autorisé à lui rendre visite 2 fois par semaine sous supervision. 2 fois par semaine sous supervision. Comme si j'étais une menace. Comme si je n'étais pas la personne qui l'avait sauvé de la noyade. Cette nuit-là, j'ai appelé l'abbé Thomas. J'avais besoin de références. J'avais besoin de gens pour dire que je n'étais pas folle, que j'étais capable, que je pouvais le faire. Il est venu chez moi le lendemain. Il s'est assis dans ma cuisine, buvant le même thé que je préparais pour Marc quand il était enfant. « Bien sûr que je vais vous aider, » a-t-il dit. « Vous êtes l'une des femmes les plus fortes que je connaisse. Cet enfant a de la chance de vous avoir. » Mais je ne me sentais pas forte. Je me sentais vieille, fatiguée, effrayée. J'avais 63 ans. Comment allais-je courir après un enfant de 2 ans quand j'en aurais 65 ? Comment allais-je l'aider avec ses devoirs quand j'en aurais 70 ? Serais-je à sa remise de diplôme si j'atteignais 80 ans ? Je suis trop vieille pour ça, ai-je dit à voix haute pour la première fois. L'abbé Thomas m'a regardé par-dessus sa tasse. Sarah avait 90 ans quand elle a donné naissance à Isaac. L'âge n'est qu'un chiffre quand il y a de l'amour. Je voulais le croire. Vraiment. Le 4e jour, Diane m'a appris à m'occuper d'Élie, comment soutenir sa petite tête, comment changer ses couches miniatures,
comment préparer le lait en poudre à la température exacte. Mes mains tremblaient au début. J'avais oublié à quel point les nouveau-nés sont fragiles, dépendants, terrifiants de délicatesse. « Vous vous en sortez très bien ?» disait Diane chaque fois que je paniquais. Mais je ne me sentais pas très bien. J'avais l'impression de marcher sur de la glace fine. Un faux pas et tout s'effondrerait. Le 5e jour, Eva est revenue avec des nouvelles. « Nous avons trouvé la tante de Solène, » a-t-elle dit. Elle vit dans une petite ville à une centaine de kilomètres de la frontière, près de Besançon. Nous sommes allés l'interroger et elle dit qu'elle n'a pas vu Solène depuis 2 ans. Elle dit qu'elles se sont disputées. Solène lui devait de l'argent, 3 000 €. L'argent. Tout revenait toujours à l'argent avec Solène. Marc gagnait un bon salaire en tant qu'ingénieur. 7 000 € par mois. Il avait des économies. Il avait une assurance vie de 200 000 €. Solène en était la bénéficiaire. A-t-elle touché l'assurance ? Ai-je demandé. Eva a hoché la tête. Il y a 4 mois. 200 000 € déposés sur son compte. 2 semaines plus tard, elle a tout transféré sur un compte offshore au Luxembourg. Nous essayons de le tracer, mais c'est compliqué. 200 000 €, la valeur de la vie de mon fils. Et elle l'avait caché dans un paradis fiscal tout en planifiant de tuer son bébé. Pourquoi ? Ai-je posé la question qui me tourmentait chaque nuit. Pourquoi tuer le bébé ? Elle aurait pu le faire adopter. Elle aurait pu le laisser dans un hôpital. Pourquoi essayer de le noyer ? Ava est restée silencieuse un long moment. Nous avons une théorie, a-t-elle finalement dit. Nous avons examiné les finances de Marc. Nous avons trouvé quelque chose d'intéressant. 2 semaines avant sa mort, il a changé son testament. Il a tout laissé à ses futurs enfants. Pas à Solène, à ses enfants. L'air m'a manqué. Marc savait. D'une manière ou d'une autre, il savait que Solène était enceinte et il a changé son testament pour protéger son fils. Elle l'a tué pour l'argent, ai-je chuchoté. C'est ce que nous croyons. Et puis, elle a découvert que l'argent irait au bébé s'il naissait vivant. Alors, elle a décidé de l'éliminer aussi. La pure méchanceté de la chose m'a laissé sans voix. Elle avait tué mon fils. Elle avait mené la grossesse à terme. Elle avait accouché seule. Et puis, elle avait essayé de noyer son propre bébé, tout ça pour de l'argent. Avez-vous assez de preuves pour l'arrêter ? Quand nous la trouverons, oui. Mais elle est toujours portée disparue. Elle est intelligente. Elle sait que nous la cherchons. Les jours se sont transformés en semaines. Élie devenait plus fort. Les médecins ont retiré les tubes un par un. Il a commencé à respirer seul, à se nourrir seul, à pleurer avec des poumons forts et sains. C'était un miracle médical. Selon les médecins, aucun bébé ayant subi ce qu'il avait subi ne devrait progresser aussi bien. Mais je savais que c'était plus que de la médecine. C'était de la volonté. C'était l'esprit de Marc vivant dans ce petit corps, luttant, survivant, refusant d'abandonner. J'ai rempli toutes les exigences. La vérification de mon casier judiciaire est revenue vierge. L'examen médical a montré que j'étais en bonne santé pour mon âge. L'évaluation psychologique a été la plus difficile. Une jeune femme avec des lunettes m'a posé des questions pendant 3 heures. Comment avez-vous géré la mort de votre fils ? Que pensez-vous de Solène ? Essayez-vous de remplacer Marc par ce bébé ? Cette dernière question m'a piqué au vif. Je ne remplace personne, ai-je dit. Je sauve mon petit-fils. C'est différent. Elle a noté quelque chose. Je ne savais pas si c'était bon ou mauvais. L'inspection du domicile était humiliante. 2 femmes ont vérifié chaque recoin. Elles ont ouvert les placards, vérifié le réfrigérateur, mesuré les fenêtres pour voir si elles étaient sécurisées. Elles ont compté les détecteurs de fumée. Elles m'ont posé des questions sur mon plan d'évacuation en cas d'incendie. Vous aurez besoin d'un berceau certifié, d'une table allongée,
De barrières de sécurité pour tous les escaliers, de verrous de placard, de cache-prise. J'ai dépensé 800 € que je n'avais pas en affaires pour bébé. Ma pension couvrait à peine mes dépenses de base. J'ai dû utiliser mes économies, mais je m'en fichais. Ellie en valait la peine. Le cours de puériculture était le pire. 15 jeunes mères et moi. Elles me regardaient toutes, comme si j'étais la grand-mère confuse, qui s'était trompée de classe. L'instructrice avait 25 ans. Elle expliquait des choses que je savais déjà avec une lenteur insultante. Les bébés doivent manger toutes les 3 heures. Les bébés pleurent quand ils ont faim ou sont mouillés. Ne secouez jamais un bébé. Je hochais la tête et prenais des notes. Même si je voulais crier que j'avais élevé un enfant jusqu'à l'âge adulte, que je savais exactement ce que je faisais. Mais j'avais besoin de ce certificat. Alors, j'ai ravalé ma fierté et j'ai fait semblant d'apprendre. 6 semaines après avoir trouvé Ellie dans le lac, Marie est venue à l'hôpital avec un petit sourire. « Vous avez rempli toutes les exigences », a-t-elle dit. « Le juge examinera votre cas la semaine prochaine. Si tout se passe bien, vous pourriez avoir la garde temporaire dans 2 semaines. » 2 semaines. Après 42 jours d'enfer bureaucratique, je pourrais enfin ramener mon petit-fils à la maison. Mais le soir même, alors que tout semblait s'améliorer, mon téléphone a sonné. C'était Eva. Sa voix était tendue. « Hélène, j'ai besoin que vous veniez à la gendarmerie maintenant. Nous avons trouvé quelque chose. Quelque chose à propos de Marc que vous devez voir. » Je suis arrivée à la gendarmerie avec un nœud dans l'estomac. Eva m'attendait à l'entrée. Son visage était plus sérieux que d'habitude. Elle m'a conduite dans des couloirs étroits jusqu'à une salle d'interrogatoire. Sur la table se trouvait une boîte en carton. À l'intérieur, j'ai reconnu les affaires de Marc. Son portefeuille, sa montre, son téléphone cassé, les choses qu'on m'avait rendues après l'accident. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. « Nous avons enfin réussi à déverrouiller son téléphone, » a dit Ava. Notre technicien a travaillé dessus pendant des semaines et nous avons trouvé quelque chose. Elle a sorti une enveloppe Kraft, l'a ouverte et a étalé plusieurs feuilles imprimées sur la table. C'étaient des captures d'écran de messages textes entre Marc et Solène datant de 2 semaines avant sa mort. J'ai lu le premier. C'était de Marc à Solène. « Il faut qu'on parle. J'ai découvert pour le bébé. » La réponse de Solène. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Marc, à nouveau. « J'ai trouvé le test de grossesse dans la salle de bain. » « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Un silence de 3 heures, puis Solène. « Je n'étais pas prête à te le dire. J'avais peur. » « Peur de quoi ? Je suis ton mari. Nous allons être parents. C'est merveilleux. » Un autre silence. Puis, « Je ne veux pas le garder. Je veux voyager, vivre, pas être attachée à un bébé. » « C'est notre fils. Ce n'est pas une erreur. Ne dis pas ça, s'il te plaît. On peut s'arranger. Je t'aiderai. Ma mère nous aidera. » Je ne veux pas d'aide. Je veux retrouver ma vie. Les messages sont devenus plus intenses. Marc plaidant, Solène résistant. Jusqu'à ce que j'atteigne le dernier échange, la veille de l'accident. « Solène, j'ai parlé à un avocat. Si tu décides de ne pas avoir le bébé, je demande le divorce. Et si tu l'as et que tu ne veux pas l'élever, je me battrai pour la garde exclusive. Je ne te laisserai pas faire de mal à mon fils. Marc, tu vas le regretter. » C'est une menace ? Il n'y a pas eu de réponse. Le lendemain, Marc était mort. J'ai laissé tomber les papiers. Des larmes coulaient sur mon visage de manière incontrôlable. « Elle l'a tué, » ai-je dit. « Elle l'a tué parce qu'il allait protéger le bébé. » « C'est ce que nous croyons, » a dit Ava. « Et il y a plus. Nous avons vérifié les relevés téléphoniques de Solène de cette semaine-là.
Elle a passé 3 appels à un mécanicien indépendant, Calvin Dubois. Nous l'avons interrogé. Et qu'a-t-il dit? Rien au début. Mais quand nous lui avons montré les preuves des virements bancaires que Solène lui a faits, 2 000 € la veille de l'accident, il a commencé à parler. Il a admis qu'elle l'avait payé pour saboter les freins de la voiture de Marc. J'ai eu la nausée. J'ai dû m'asseoir. Solène avait tout planifié. Elle avait engagé quelqu'un pour tuer mon fils et faire passer ça pour un accident. Pourquoi Calvin ferait-il une chose pareille? Des dettes. Il jouait. Il devait 15 000 € à des gens. Dangereux. Solène lui a offert 2 000 € tout de suite et 3 000 de plus tard. Il a accepté. Il est maintenant arrêté pour complicité d'assassinat. Et Solène? Nous avons un mandat d'arrêt contre elle pour assassinat et tentative d'homicide, mais nous ne l'avons toujours pas trouvée. C'est un fantôme. Je suis restée assise dans cette pièce froide à tout digérer. Mon fils était mort en essayant de protéger son bébé. Et ce bébé était maintenant à l'hôpital, luttant pour sa vie parce que sa propre mère avait essayé de le tuer aussi. La cruauté de tout cela était insupportable. Que se passe-t-il maintenant? Ai-je demandé. Nous continuons à chercher. Nous avons sa photo dans tous les aéroports, à tous les postes frontières. Des alertes dans les hôpitaux, au cas où elle essaierait de changer d'apparence. Quelqu'un la reconnaîtra un jour. Personne ne disparaît pour toujours. Mais je n'en étais pas si sûre. Solène s'était avérée plus intelligente et plus froide que je ne l'avais jamais imaginée. Si elle avait planifié le meurtre de Marc avec autant de détails, elle avait probablement un plan de fuite tout aussi élaboré. Je suis retournée à l'hôpital cette nuit-là. Je me suis assise à côté de l'incubateur d'Élie. Je l'ai regardé dormir, si innocent, si inconscient de l'horreur qui l'entourait. Son existence même avait coûté la vie à son père. Sa mère avait essayé de le tuer, et j'étais tout ce qui se dressait entre lui et un système qui le verrait comme un simple dossier. « Ton papa t'aimait », lui ai-je chuchoté. « Il est mort en te protégeant. Je vais finir ce qu'il a commencé. Je te le promets. » Diane est arrivée avec du café. Elle s'est assise à côté de moi en silence pendant un moment. « J'ai entendu parler des messages », a-t-elle finalement dit. « Je suis tellement désolée. »« Je ne savais pas que Marc pouvait être si fort, » ai-je dit. Il a toujours été doux, bon, mais dans ses messages, c'était un guerrier, prêt à se battre pour son fils. « L'amour fait ça, » a-t-elle dit. « Il vous rend plus fort que vous n'auriez jamais cru possible. » Elle avait raison. Je le sentais moi-même. Je ne m'étais jamais considérée comme particulièrement forte. Mais maintenant, je me battais contre le système, contre le temps, contre une tueuse en fuite, tout ça pour ce bébé. Les jours suivants furent consacrés à la préparation. J'ai transformé la chambre de Marc en chambre pour Élie. J'ai enlevé les posters de groupes de rock, les trophées de football, les photos d'université. J'ai peint les murs d'un jaune doux. J'ai assemblé le nouveau berceau, la table à langer, le mobile musical qui jouait des berceuses. C'était douloureux de démanteler le sanctuaire de mon fils, mais c'était nécessaire. Marc était parti. Élie était vivant et il avait besoin d'un espace pour grandir. L'abbé Thomas est venu bénir la chambre. Il a aspergé de l'eau bénite dans les coins. Il a prié pour la protection d'Élie, pour ma force, pour que justice soit faite pour Marc. Dieu a un plan, a-t-il dit, même si nous ne le comprenons pas toujours. Quel genre de plan implique de tuer un homme bon et de presque noyer un bébé? Ai-je demandé amèrement. Le genre de plan qui transforme le mal en rédemption. Solène voulait détruire cette famille. Mais regardez, Marc a laissé un héritage.
Vous avez trouvé un nouveau but. Ce bébé a survécu contre toute attente. Le mal n'a pas gagné. L'amour a gagné. Je voulais le croire. Certains jours, je le pouvais. D'autres jours, tout ce que je voyais était l'obscurité. L'audience au tribunal était prévue un mardi. Je portais mon plus beau tailleur, le même que celui que je portais à l'enterrement de Marc. Marie m'accompagnait. Nous sommes entrés dans une petite salle d'audience. La juge était une femme d'une 50aine d'années, cheveux gris tirés en arrière, une expression sévère, mais non dénuée de gentillesse. Elle a examiné tous mes documents, les certificats, les références, les évaluations, le rapport d'inspection du domicile. Elle a lu chaque page avec une attention méticuleuse. Finalement, elle a levé les yeux. « Madame Leclerc ?» a-t-elle dit. « J'ai examiné votre cas avec attention. Il est très inhabituel, une femme de 63 ans demandant la garde d'un nouveau-né. Mais il est également inhabituel qu'une grand-mère sauve son petit-fils de la noyade. » Mon cœur battait si fort que j'étais sûre que tout le monde pouvait l'entendre. J'ai parlé avec l'hôpital, avec les travailleurs sociaux, avec vos références, et ils disent tous la même chose, que vous êtes dévouée, aimante, capable, et que ce bébé a eu de la chance que vous soyez là ce jour-là. Des larmes ont commencé à monter, mais je les ai retenues. J'ai également lu des informations sur l'affaire criminelle, sur le soupçon que la mère du bébé a assassiné le père, puis a tenté de tuer le bébé. C'est horrible, impensable. Cet enfant a besoin de stabilité, il a besoin d'amour. Il a besoin de quelqu'un pour le protéger. Une longue pause interminable. Par conséquent, j'accorde la garde temporaire à Hélène Leclerc pour une période de 6 mois. Pendant ce temps, il y aura des visites mensuelles de l'aide sociale à l'enfance, des évaluations de progrès, et à la fin des 6 mois, nous réexaminerons si la garde devient permanente. Félicitations, grand-mère. Le marteau est tombé, et soudain, j'ai pu à nouveau respirer. J'ai pleuré là, dans la salle d'audience. J'ai pleuré de soulagement, de gratitude, de peur, de tout. Marie m'a serré dans ses bras. « Vous l'avez fait » a-t-elle chuchoté. « Contre toute attente, vous l'avez fait. Vous allez le ramener à la maison. » 3 jours plus tard, 6 semaines après l'avoir sorti du lac, j'ai ramené Ellie à la maison. Diane m'a aidé à l'attacher dans le siège auto. Elle m'a tout expliqué à nouveau. Comment le tenir? Comment le nourrir? Comment remarquer les signes de problème? « Il va s'en sortir » a-t-elle dit. « Et je suis à un coup de fil si vous avez besoin de moi. » J'ai conduit à la maison à 20 km/h. Chaque bosse me terrifiait. Chaque voiture qui passait lentement devant ma maison me rendait nerveuse. Mais nous sommes arrivés sains et saufs. Je suis entrée dans la maison avec Ellie dans mes bras. Je l'ai emmené dans sa chambre et je l'ai mis dans le berceau. Il avait l'air si petit dans cet espace, si vulnérable. Mais il respirait. Il était vivant. Il était en sécurité, pour l'instant. Les premières semaines avec Ellie à la maison ont été les plus difficiles de ma vie. J'avais oublié à quel point il est épuisant de s'occuper d'un nouveau-né. Les nuits blanches, les pleurs inexplicables, la panique constante de faire quelque chose de mal. À 30 ans, j'avais élevé Marc avec une énergie de jeunesse. À 63 ans, chaque nuit sans sommeil me laissait anéanti. Mais il y avait aussi des moments de pure magie, quand Ellie tenait mon doigt avec sa petite main, quand il arrêtait de pleurer au son de ma voix, quand il ouvrait ses petits yeux sombres, identiques à ceux de Marc, et me regardait comme si j'étais son monde entier. Dans ces moments-là, je savais que chaque seconde d'épuisement en valait la peine. Diane venait 3 fois par semaine. Elle m'a appris des astuces que j'avais oubliées, comment lui faire son rot plus facilement, comment l'emmailloter serré pour qu'il dorme mieux,
Comment interpréter ces différents pleurs? Elle est devenue plus qu'une infirmière. Elle est devenue une amie, une bouée de sauvetage. Vous faites un travail incroyable, me disait-elle toujours. Mais je ne me sentais pas incroyable. Je me sentais terrifiée. Chaque bruit étrange dans la nuit me faisait sursauter. Chaque voiture qui passait lentement devant ma maison me rendait nerveuse. Solène était toujours là, quelque part. Et même si la gendarmerie disait qu'elle avait probablement fui le pays, je ne pouvais pas me défaire du sentiment qu'elle était proche, qu'elle observait, qu'elle attendait. J'ai installé de nouveaux verrous sur toutes les portes, des caméras de sécurité sur la terrasse, un système d'alarme directement connecté à la gendarmerie. J'ai dépensé 800 autres euros que je n'avais pas. Mais la sécurité d'Ellie n'avait pas de prix. Un soir, 3 semaines après l'avoir ramenée à la maison, j'ai trouvé quelque chose. J'organisais les affaires de Marc que j'avais stockées dans des boîtes. Ses vêtements, ses livres, ses papiers. Au fond d'une boîte, j'ai trouvé un journal en cuir marron, usé. Je ne savais pas que Marc tenait un journal. Je l'ai ouvert avec des mains tremblantes. Les premières pages dataient d'années, des pensées sur son travail, sur ses amis, rien d'important. Mais ensuite, je suis arrivée aux entrées de la dernière année, l'année où il a rencontré Solène. J'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui, lisait une entrée d'il y a 4 ans. Elle s'appelle Solène. Elle est belle, intelligente, mystérieuse. Il y a quelque chose chez elle que je n'arrive pas à cerner. Elle m'intrigue. J'ai continué à lire. Les entrées sur Solène devenaient de plus en plus fréquentes. Marc était amoureux, complètement captivé. Mais il y avait aussi des doutes. Parfois, j'ai l'impression que je ne la connais pas vraiment. Elle ne parle jamais de sa famille. Quand je demande, elle change de sujet. C'est comme si sa vie avait commencé le jour où nous nous sommes rencontrés. Une autre entrée. J'ai surpris Solène en train de regarder mes relevés bancaires. Elle a dit qu'elle était juste curieuse, mais quelque chose n'allait pas. Pourquoi regarderait-elle ça sans demander d'abord? Et puis, celle qui m'a glacé le sang, datée d'1 mois avant sa mort. Solène est enceinte, j'ai trouvé le test, mais quand je l'ai confrontée, elle était furieuse. Elle a dit qu'elle ne voulait pas le garder, que ça allait gâcher sa vie. Comment peut-elle dire ça? C'est notre fils. J'ai changé mon testament aujourd'hui. Tout va au bébé. Je ne fais pas confiance à Solène avec l'argent. Pas après avoir vu comment elle dépense. Chaussures à 500 euros, sac à 1000 euros, elle en veut toujours plus. Mais un bébé n'est pas un accessoire, c'est une vie. Et je vais la protéger à tout prix. La dernière entrée datait du jour de sa mort. Solène m'a menacée aujourd'hui. Elle a dit que je regretterais de lui avoir mis la pression à propos du bébé. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça me fait peur. Je vais parler à maman demain. Tout lui dire. Peut-être qu'elle pourra m'aider à savoir quoi faire. Je sais juste que je ne peux pas laisser Solène faire de mal à notre fils. Je le protégerai toujours. Il n'a jamais eu la chance de me parler. Il est mort cette nuit-là, et je n'ai jamais su qu'il avait besoin d'aide, qu'il avait peur, qu'il avait vu le danger approcher, mais pas assez vite. Je suis désolée. Ai-je chuchoté au journal? Je suis tellement désolée, mon amour. J'aurais dû savoir. J'aurais dû voir que quelque chose n'allait pas. Mais je ne pouvais pas changer le passé. Je ne pouvais que protéger l'avenir. J'ai apporté le journal à Eva le lendemain. Elle a tout lu. Sa mâchoire s'est crispée à chaque page. C'est une preuve cruciale, a-t-elle dit. Cela montre la préméditation. Cela montre le mobile. Quand nous trouverons Solène, cela l'enterrera. Quand allez-vous la trouver? Ai-je demandé. Cela fait presque 2 mois. Nous faisons tout ce que nous pouvons, mais elle est intelligente. Elle a probablement utilisé de faux documents pour quitter le pays. Elle pourrait être n'importe où. Mais 3 jours plus tard,
Tout a changé. Je nourrissais Ellie quand mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. Normalement, je n'aurais pas répondu, mais quelque chose m'a poussé à le faire. « Allô » ai-je dit. Silence, une respiration, puis une voix que j'ai reconnue immédiatement. « Hélène, c'est Solène. » Mon sang s'est glacé. J'ai failli laisser tomber Ellie. J'ai regardé autour de la pièce comme si elle pouvait se cacher dans l'ombre. « Où es-tu » ai-je réussi à dire. Peu importe où je suis, ce qui importe, c'est que j'ai quelque chose que tu veux et tu as quelque chose que je veux. Tu n'as rien que je veuille. J'ai la vérité sur ce qui est vraiment arrivé à Marc, sur pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Je parie que tu veux savoir. Je connais déjà la vérité. J'ai lu le journal de Marc. Je sais que tu l'as tué pour l'argent. Je sais que tu es un monstre. Un rire froid, sans humour. Un monstre? Comme c'est dramatique. Tu ne sais rien, Hélène. Marc n'était pas le saint que tu crois. N'ose pas, ai-je rugi. N'ose pas parler en mal de mon fils. Très bien. Tu vas appeler la gendarmerie. Vas-y. Le temps que tu raccroches, je serai parti. J'utilise des téléphones prépayés. Je ne suis pas stupide. Mon esprit s'emballait. Je devais la faire parler. Je devais enregistrer ça d'une manière ou d'une autre. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur. J'ai attrapé mon portable de ma main libre. J'ai commencé à enregistrer. « Que veux-tu, Solène ?»« Je veux mon fils. »« Ton fils ? Tu as essayé de le noyer ?» C'était une erreur, un moment de folie. J'avais peur, j'étais confuse, je venais d'accoucher seule. Je ne savais pas ce que je faisais. Mais je vais mieux maintenant. Je veux récupérer mon bébé. Jamais. Sur mon cadavre. Ça peut s'arranger ? A-t-elle dit avec un calme glacial. Écoute bien, je veux Ellie. Et je veux l'argent du testament de Marc, les 200 000 € de l'assurance plus tout ce que Marc a laissé dans un fonds pour le bébé. C'est encore 300 000 €. 500 000 € au total. 500 000 €. Tout ce pourquoi Marc avait travaillé, tout ce qu'il avait économisé, tout destiné à son fils. Et si je refuse ? Alors je viendrai le chercher. Je suis sa mère biologique. Légalement, j'ai plus de droits que toi. Et quand ils finiront par m'attraper, je dirai que tu m'as volé mon bébé, que tu m'as menacé, que tu as inventé toute l'histoire du lac pour le garder. Ma parole contre la tienne. Et je suis beaucoup plus jeune, plus crédible, plus sympathique. Je me sentais prise de vertige, mais j'ai continué à enregistrer. Comment savoir que tu ne vas pas simplement nous tuer tous les deux et tout prendre de toute façon ? Tu ne le sais pas, mais c'est ta seule option. Apporte le bébé et l'argent au vieux hangar à bateau, près du lac. Tu sais, celui où toi et Marc alliez pêcher. Demain, à minuit, seul. Si je vois des flics, je disparais et tu ne me reverras plus jamais. Et je finirai par trouver un moyen de te prendre Ellie de toute façon. Solène, attends. Mais la ligne était déjà coupée. Je suis restée là, tremblante, avec Ellie dans un bras et le téléphone dans l'autre. J'avais l'enregistrement. J'avais la preuve que Solène était vivante, qu'elle m'avait menacée. J'ai appelé Ava immédiatement. Je lui ai envoyé l'audio. « Parfait », a-t-elle dit. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Maintenant, nous allons tendre un piège. Vous allez à ce rendez-vous, mais nous serons là, cachés, à attendre. Et quand elle se montrera, nous l'arrêterons. Et si quelque chose tourne mal ? Si elle voit la gendarmerie et s'enfuit à nouveau ? Elle ne nous verra pas, je vous le promets. J'aurai des tireurs d'élite positionnés, des équipes dans l'ombre. Elle ne s'échappera pas cette fois. Et Ellie ? Ellie reste avec Diane dans un endroit sûr. Vous ne l'emmenez pas, vous faites juste semblant de l'amener. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Un jour de plus. J'avais juste besoin de survivre un jour de plus. Et ensuite,
Solène ferait enfin face à la justice pour Marc, pour Ellie, pour toute la douleur qu'elle avait causée. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée éveillée à regarder Ellie dormir, mémorisant chaque détail de son visage, au cas où quelque chose tournerait mal, au cas où je ne le reverrais plus jamais. Ton papa t'aimait, lui ai-je chuchoté, et je t'aime, et demain, nous allons nous assurer que tu sois en sécurité pour toujours. Le lendemain s'est écoulé au ralenti. Chaque minute semblait une heure. Chaque heure, une éternité. À 9 heures du matin, Diane est venue chercher Ellie. J'ai préparé son sac comme s'il partait pour une semaine, même si j'espérais le retrouver dans quelques heures. Couche, lait en poudre, vêtements de rechange, sa couverture préférée. Mes mains tremblaient en plaçant chaque article dans le sac. Il sera parfaitement bien avec moi, a dit Diane en prenant Ellie dans ses bras. J'ai votre numéro. La gendarmerie a mon adresse. Personne ne le touchera, je vous le promets. J'ai embrassé Diane sur le front. Puis, j'ai embrassé Ellie. Sa peau douce sentait la lotion pour bébé et l'espoir. Je t'aime, petit, ai-je chuchoté. Grand-mère revient bientôt. Je les ai regardés partir. La voiture de Diane a disparu au bout de la rue, et j'ai eu l'impression qu'un morceau de mon âme m'était arraché, mais c'était nécessaire. Ellie devait être loin, en sécurité, au cas où les choses tourneraient mal. Ava est arrivée à 14 heures avec 3 autres officiers, 2 hommes et une femme, tous en civil, tous armés. Ils ont transformé mon salon en centre de commandement, avec des ordinateurs portables, des radios et des cartes de la zone autour du hangar à bateaux. « Reprenons le plan » a dit Ava en étalant une carte sur ma table de salle à manger. « Le hangar est ici, abandonné depuis 5 ans. Il a 3 entrées, principale, latérale et arrière. Nous aurons des équipes couvrant les 3. Elle a pointé des emplacements sur la carte avec un marqueur rouge. Tireurs d'élite ici et ici, sur les toits des bâtiments adjacents. Ils auront une vue dégagée sur l'intérieur par les fenêtres cassées. L'équipe d'assaut est ici, prête à entrer dès que nous aurons une confirmation visuelle de Solène. Et qu'est-ce que je suis censée faire, exactement ? Ai-je demandé. Ma voix semblait plus calme que je ne le sentais. Vous entrez, vous lui parlez, vous la faites parler. Nous avons besoin qu'elle avoue, qu'elle admette qu'elle a tué Marc, qu'elle admette qu'elle a essayé de tuer Ellie. Vous porterez un micro caché. Nous enregistrerons tout. Un des officiers, un grand homme d'une 30aine d'années, a sorti un petit appareil de la taille d'un bouton. Ça va sur vos vêtements, juste ici. Il a pointé juste en dessous de ma clavicule. Il transmet tout en temps réel. Il a aussi un bouton de panique. Si vous appuyez dessus 3 fois de suite, nous entrons immédiatement, quoi qu'il arrive. Il m'a montré comment ça fonctionnait. Je me suis entraînée à appuyer dessus, 3 tapotements rapides. Ma vie dépendrait de m'en souvenir. Et si elle demande à voir le bébé, vous lui dites qu'il est dans la voiture. Que vous voulez d'abord parler. Que vous voulez comprendre pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Faites appel à son ego. Les gens comme Solène aiment parler d'eux. Laissez-la se vanter de son intelligence. Nous avons passé les heures suivantes à revoir chaque détail, chaque scénario possible. Que faire si Solène était armée? Que faire si elle n'était pas seule? Que faire si quelque chose tournait mal? Ma tête tournait avec toutes ces informations. À 20 heures, ils m'ont fait manger un sandwich au jambon qui avait un goût de carton, mais j'ai avalé chaque bouchée. J'avais besoin d'énergie. J'avais besoin d'être alerte. À 22 heures, ils m'ont mis le micro. Ils ont testé l'audio à plusieurs reprises. Ils m'ont fait dire des phrases, compter jusqu'à 10, crier, chuchoter, s'assurant que tout fonctionnait parfaitement. « Souvenez-vous » a dit Eva en me regardant dans les yeux.
Vous n'êtes pas seul là-dedans. J'écouterai chaque mot. L'équipe sera à quelques mètres. Au moindre signe de danger réel, nous intervenons. Je ne laisserai rien vous arriver. J'ai hoché la tête. Je voulais la croire, mais la peur était un serpent froid enroulé dans mon estomac. À 23h15, nous sommes partis. J'ai conduit ma propre voiture. Eva était sur le siège passager, accroupie pour ne pas être vue de l'extérieur. Les autres équipes sont déjà en position, m'a-t-elle informé par radio. Tireur d'élite en position, équipe arrière prête, périmètre sécurisé. Nous sommes arrivés au hangar à bateau à 23h40. Il était exactement comme dans mes souvenirs. Vieux, délabré, fenêtres cassées, murs couverts de graffitis. Marc et moi venions ici quand il était petit. Nous pêchions sur le quai derrière. Des temps plus simples, des temps plus heureux. Ava est sortie de la voiture dans un angle mort pour les caméras imaginaires de Solène. Elle a disparu dans l'ombre. J'étais seule. J'ai regardé l'horloge. 23h55. 5 minutes. J'ai fermé les yeux. J'ai pensé à Marc, à son sourire, à la façon dont il m'appelait « maman » sur ce ton affectueux, à ce que cela aurait été de le voir en père. J'ai pensé à Élie, à son avenir, à toutes les choses qu'il méritait d'avoir. Une vie sans peur, sans menace, sans ombre. Minuit. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Entre seuls maintenant. Je suis sortie de la voiture. L'air de la nuit était froid. Je pouvais voir mon souffle. J'ai marché vers la porte principale du hangar. Chaque pas semblait trop bruyant dans le silence. La porte était entr'ouverte. Je l'ai poussée. Elle a grincé. Le son a résonné sur les murs vides. À l'intérieur, il faisait sombre, presque complètement noir. Seul un peu de lumière de lune filtrait à travers les fenêtres cassées, créant des ombres étranges. « Solène » ai-je appelé. Ma voix semblait petite, effrayée. « Ferme la porte » a dit une voix dans l'ombre. La voix de Solène. J'ai fermé la porte. Mes yeux se sont lentement habitués à l'obscurité. Et puis, je l'ai vue, debout, au centre du hangar. Elle portait des vêtements sombres, un jean noir, un sweat à capuche. Elle avait l'air différente, plus mince. Ses cheveux étaient courts, teints en blond, mais c'était bien elle. « Tu es venue » a-t-elle dit. Elle semblait presque surprise. « Tu as dit que tu voulais parler » J'ai dit que je voulais mon fils et l'argent. « Où sont-ils » Je veux d'abord des réponses. Je veux savoir pourquoi. Pourquoi as-tu tué Marc ? Pourquoi as-tu essayé de tuer Élie ? Elle a ri. Ce même son froid que j'avais entendu au téléphone. Pourquoi crois-tu, Hélène ? Pour l'argent. Marc était un romantique stupide. Il parlait d'amour, de famille et d'avenir. Je voulais la liberté. Je voulais voyager, vivre, ne pas être enchaînée à une maison et à un bébé qui pleure. Alors pourquoi l'as-tu épousé ? Parce qu'il était ingénieur. Il gagnait bien sa vie. Il avait des économies. Il avait une assurance vie. C'était un investissement. J'allais attendre 5 ans, divorcer, prendre la moitié de tout. Mais ensuite, je suis tombée enceinte et ça a ruiné mon plan. Ces mots étaient du venin. Chaque mot me brûlait. Tu lui as dit que tu ne voulais pas du bébé. Bien sûr que non. Mais Marc est devenu impossible. Il a changé son testament, tout pour le bébé. Alors, j'ai dû m'adapter. Si Marc mourait pendant que j'étais enceinte, je touchais l'assurance, mais le bébé hériterait du reste. La solution était donc simple. Tuer Marc, avoir le bébé, le tuer aussi. Tout garder. Elle avouait tout, chaque mot enregistré, transmis. La gendarmerie écoutait, mais j'en avais besoin de plus. Tu as engagé Calvin pour saboter les freins. 2 000 €? Une bonne affaire,
considérant que j'ai gagné 200 000 € de l'assurance. Le meilleur investissement de ma vie. Et le bébé, ton propre fils, n'était qu'un obstacle. Rien de plus. J'ai accouché seule dans une cabane que j'ai louée en espèces. Personne ne savait que j'étais enceinte. Je portais des vêtements amples. J'évitais les gens. Quand il est né, j'ai pensé à l'abandonner quelque part. Mais ensuite, je me suis souvenu du lac où toi et Marc alliez. Il semblait poétique de tout finir là où votre petite tradition familiale a commencé. J'ai eu la nausée. J'ai ressenti de la rage. J'ai ressenti toute la haine du monde concentrée sur la femme qui se tenait devant moi. Mais tu as échoué. Je l'ai sauvée. Oui, c'était ennuyeux. Mais peu importe, car maintenant je vais finir le travail. Où est Élie, Hélène? Je ne te le donnerai pas. Ce n'était pas une question. Et puis j'ai vu l'arme. Elle l'a sortie de son sweat, petite, noire, pointée directement sur ma poitrine. Dernière chance. Où est mon fils? J'ai appuyé sur le bouton de panique 1, 2, 3 fois. Tu ne le toucheras jamais? Ai-je dit. Son doigt s'est déplacé vers la détente. Tout a semblé se dérouler au ralenti. J'ai vu le flash. J'ai entendu le coup de feu. J'ai senti quelque chose me frapper à l'épaule. Chaud, brûlant. Je suis tombée en arrière. Et puis le hangar a explosé de mouvement. Les portes se sont ouvertes en grand. Des lumières aveuglantes. Des voix criant « Gendarmerie! Jetez l'arme! Au sol maintenant !» J'ai vu Solène se retourner. J'ai vu les armes pointées sur elle. J'ai vu qu'elle était encerclée. Et pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait tirer à nouveau. J'ai cru qu'elle allait les forcer à la tuer. Mais elle a lentement baissé l'arme. Elle l'a laissée tomber au sol. Elle a levé les mains. 3 officiers l'ont plaquée au sol, le visage contre terre, et l'ont menottée. Elle criait, des insultes, des menaces, mais ça n'avait pas d'importance. Elle était arrêtée. C'était fini. Eva a couru vers moi, s'agenouillant à mes côtés. « Hélène, restez avec moi. »« Je vais bien, » ai-je réussi à dire, même si la douleur dans mon épaule était insupportable. « Vous l'avez eu. Dites-moi que vous l'avez eu. »« Nous l'avons eu. C'est fini maintenant. Ne bougez pas. L'ambulance arrive. » J'ai fermé les yeux. C'était suffisant. C'était enfin fini. Je me suis réveillée à nouveau à l'hôpital. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, je ne ressentais pas le désespoir, mais le soulagement. La paix. Mon épaule me faisait mal, là où la balle avait effleuré le muscle, mais elle avait manqué l'os. « Chanceuse », a dit le médecin. 1 centimètre à gauche, et c'était votre cœur. Diane était assise à côté de moi, tenant Élie. Quand j'ai ouvert les yeux, elle a souri. « Regarde qui s'est réveillé », a-t-elle dit en s'approchant. « Quelqu'un s'est beaucoup ennuyé de toi. » J'ai pris Élie avec mon bras valide, le berçant contre ma poitrine. Il sentait la poudre et l'espoir. Il a commencé à faire de petits bruits, ces petits sons que font les bébés quand ils sont heureux. « Bonjour, mon amour », ai-je chuchoté. « Grand-mère va bien. Tout va bien maintenant. » Ava est arrivée 1 heure plus tard. Elle a apporté des fleurs et un sourire fatigué. « Comment vous sentez-vous ? » « Comme quelqu'un qui a reçu une balle, » ai-je dit, mais vivante. « Qu'est-il arrivé à Solène ? » Arrêtée. Accusée d'assassinat pour Marc, de tentative d'homicide pour Élie, de tentative d'homicide sur vous, plus une longue liste d'autres crimes, complot, fraude, obstruction à la justice. Elle va passer le reste de sa vie en prison sans possibilité de libération conditionnelle. Les mots étaient doux comme du miel. Justice, enfin. L'enregistrement a parfaitement fonctionné. Elle a tout avoué. Son avocat a essayé de plaider la coercition, que vous l'aviez forcée à dire ces choses,
Mais le jury a vu toute la vidéo. Ils l'ont vu sortir l'arme, tirer. Ils n'ont eu aucune pitié. 30 minutes de délibération. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Dans les mois qui ont suivi, j'ai récupéré lentement. La kinésithérapie pour mon épaule était douloureuse, mais nécessaire. Diane a continué à venir m'aider avec Ellie quand je ne pouvais pas le soulever avec mon bras blessé. L'abbé Thomas apportait de la nourriture. Des voisins que je connaissais à peine sont venus avec des plats cuisinés et des mots gentils. « Vous êtes une héroïne », a dit la dame de la maison voisine. « Ce que vous avez fait pour ce bébé, risquer votre vie comme ça. » Mais je ne me sentais pas comme une héroïne. Je me sentais juste comme une grand-mère, faisant ce que n'importe quelle grand-mère ferait. Protéger les siens. 2 mois après la capture de Solène, j'ai eu une autre audience avec la juge. Cette fois, c'était différent. Cette fois, la juge souriait en examinant les documents. « Madame Leclerc, a-t-elle dit, j'ai examiné tous les rapports des 6 derniers mois, les visites de l'aide sociale à l'enfance, les évaluations médicales d'Ellie, les rapports de progrès, et je dois dire que je suis impressionnée. » Mon cœur battait la chamade. Ellie s'épanouit sous vos soins. Il atteint toutes ses étapes de développement. Il est en bonne santé, heureux, aimé. Et vous vous êtes avéré plus que capable, malgré les défis. Merci, votre honneur. Par conséquent, j'accorde la garde pleine et entière et permanente d'Ellie à Hélène Leclerc, avec effet immédiat. De plus, étant donné que la mère biologique est incarcérée à vie et a renoncé à tous ses droits parentaux, j'autorise une procédure d'adoption si vous souhaitez la poursuivre. L'adoption. Le rendre légalement mien. Pas seulement sa grand-mère avec la garde, mais sa mère légale. Oui, ai-je dit sans hésitation. Oui, je veux l'adopter. Alors il en sera ainsi, officiellement. Félicitations. Le marteau est tombé et soudain, tout le poids que je portais depuis des mois s'est envolé. C'était officiel. Ellie était à moi. Personne ne pourrait plus jamais me l'enlever. Je suis sortie du palais de justice avec Ellie dans mes bras. Il avait maintenant 8 mois, potelé et heureux. Il souriait, montrant 2 petites dents. Il riait quand je le faisais sauter. Il me tirait les cheveux avec ses mains potelées. Diane et l'abbé Thomas m'attendaient dehors. Ils m'ont serré dans leurs bras. Nous avons tous les 3 pleuré de joie, là, sur les marches du palais de justice. « Vous l'avez fait !» a dit Diane. « Contre toute attente, vous l'avez fait. » Ce soir-là, j'ai préparé un dîner spécial. Enfin, aussi spécial que possible avec un bébé qui demandait une attention constante. J'ai invité Diane et l'abbé Thomas. Nous avons mangé du poulet rôti et du riz. Nous avons trinqué avec du jus de pomme car aucun de nous ne buvait d'alcool. « À Ellie !» a dit l'abbé Thomas en levant son verre. « À son brillant avenir !»« À Marc !» ai-je dit, qui nous regarde de quelque part, fier de son fils. « À l'amour !» a ajouté Diane, qui triomphe toujours du mal. Nous avons bu, nous avons mangé, nous avons ri. Ellie tapait sur sa chaise haute et poussait des cris de joie, ne comprenant pas, mais sentant le bonheur autour de lui. Les mois se sont transformés en années. Ellie a grandi. Il a commencé à marcher à 11 mois. Son premier mot a été « Nana ». J'ai pleuré quand il l'a dit. À 2 ans, il courait partout dans la maison. À 3 ans, il a commencé la maternelle. Chaque étape était un miracle. Chaque jour, un cadeau. Je lui parlais constamment de Marc. Je lui montrais des photos. Je lui racontais des histoires. Ton papa était un homme bon, je lui disais. Courageux. Il t'aimait avant même de te connaître. Il a donné sa vie pour te protéger. Papa héros, disait Ellie de sa petite voix. Oui, mon amour. Papa était un héros. Et tu grandiras pour être aussi bon, aussi courageux, aussi aimant que lui.
Je ne lui ai jamais parlé de Solène. Cela viendrait plus tard, quand il serait plus âgé, quand il pourrait comprendre. Pour l'instant, il avait juste besoin de savoir qu'il était aimé, qu'il était désiré, qu'il y avait des gens qui s'étaient débattus pour lui. Pour le 5e anniversaire d'Ellie, nous avons organisé une fête dans le jardin. Nous avons invité tous les enfants du quartier. Il y avait des ballons, un gâteau, des cadeaux. Ellie courait parmi ses amis, riant, si plein de vie, si différent du bébé bleu et immobile que j'avais sorti du lac 5 ans auparavant. Diane s'est assise à côté de moi sur la terrasse, regardant la fête. « À quoi penses-tu » a-t-elle demandé. « À ce jour-là » ai-je admis. Comment j'aurais pu arriver 5 minutes plus tard? Comment j'aurais pu ne pas regarder par la fenêtre à ce moment précis? Comment tout aurait pu être différent? Mais ça ne l'a pas été. Vous l'avez trouvé. Vous l'avez sauvé. C'était votre destin. Ou celui de Marc, ai-je dit. Parfois, je pense qu'il a guidé mes yeux vers le lac ce jour-là, qu'il savait d'une manière ou d'une autre que je serais là, qu'il pouvait me faire confiance pour protéger son fils. Peut-être, a dit Diane, ou peut-être que vous êtes juste une femme incroyablement courageuse qui a refusé d'abandonner. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, après qu'Ellie se soit endormie, épuisée par toute l'excitation, je me suis assise seule dans le salon. J'ai regardé les photos sur le mur. Marc bébé, Marc à sa remise de diplôme, Marc le jour de son mariage, et à côté d'elle, les nouvelles photos. Ellie nouveau-née à l'hôpital. Ellie faisant ses premiers pas. Ellie le premier jour d'école. 2 générations connectées par l'amour, séparées par la tragédie, unies par la survie. On l'a fait, Marc. Ai-je chuchoté à sa photo? Ton fils est en sécurité. Il est heureux. Il grandit fort et bon, comme tu le voulais. Et bien que je sache qu'il ne pouvait pas répondre, j'ai senti quelque chose. Une chaleur, une paix. Comme s'il était là, fier, reconnaissant, en paix. Peut-être auriez-vous abandonné si vous aviez été à ma place? Peut-être auriez-vous pensé que vous étiez trop vieux, trop fatigué, trop brisé? Ou peut-être auriez-vous fait exactement la même chose? Parce que c'est ce que fait l'amour. Il vous rend plus fort que vous ne l'auriez jamais imaginé possible. Il vous fait vous battre quand tout semble perdu. Il vous fait trouver de l'espoir dans les ténèbres les plus profondes. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Je sais qu'il y aura des défis. Je sais qu'il y aura des jours difficiles. Je sais qu'élever un enfant à mon âge ne sera pas facile. Mais je sais aussi que chaque jour avec Ellie est un cadeau. Chaque sourire, chaque câlin, chaque « je t'aime, Nana ». Quand je le regarde dormir paisiblement dans sa chambre, la chambre qui fut autrefois celle de son père, je ne vois pas seulement l'enfant, mais la promesse. La promesse que j'ai faite à mon fils. La promesse que je me suis faite à moi-même ce jour terrible au bord du lac. La promesse de protéger, d'aimer, de ne jamais abandonner. Certains disent que c'est la chance qui m'a fait regarder par la fenêtre à ce moment précis. D'autres disent que c'était le destin. Peut-être un peu des deux. Peut-être que c'était Marc qui me guidait depuis un endroit au-delà de notre compréhension. Ce que je sais avec certitude, c'est que lorsque j'ai vu cette valise couler dans le lac, lorsque j'ai entendu ce faible son venant de l'intérieur, lorsque j'ai senti le petit cœur d'Ellie lutter pour continuer à battre contre ma poitrine, j'ai su que plus rien ne serait jamais pareil. Et vous savez quoi? J'en suis reconnaissante. Je suis reconnaissante pour l'enfant qui dort sous mon toit. Je suis reconnaissante d'avoir la chance de revoir les yeux de Marc, d'entendre son rire résonner à travers les murs de cette vieille maison. Je suis reconnaissante d'avoir l'opportunité d'aimer à nouveau, d'avoir un but,
de sentir que malgré tout ce que j'ai perdu, j'ai aussi gagné quelque chose de précieux. La tragédie nous trouve tous. Tôt ou tard, elle frappe à notre porte quand nous nous y attendons le moins. Elle nous arrache les gens que nous aimons, les rêves que nous chérissions, la sécurité que nous tenions pour acquise. Mais que faisons-nous ensuite? C'est la question qui définit qui nous sommes. J'aurais pu me rendre au chagrin quand Marc est mort. J'aurais pu me recroqueviller de peur quand j'ai vu Solène jeter la valise dans le lac. J'aurais pu dire que j'étais trop vieille, trop faible, trop brisée pour être à nouveau mère. Au lieu de cela, j'ai choisi de me battre. J'ai choisi d'aimer. J'ai choisi de croire que même dans les cendres de la perte la plus profonde, quelque chose de nouveau peut pousser. Et c'est ce qui s'est passé. Il s'appelle Élie. Aujourd'hui, il a 5 ans. Demain, il en aura 6. Et un jour, il en aura 20, 30, 40. Un homme accompli avec ses propres rêves, ses propres amours, peut-être ses propres enfants. Je ne sais pas si je serai là pour tout voir. Probablement pas. Mais je sais que j'ai planté les graines. Je sais que je lui ai donné des racines solides et des ailes pour voler. Je sais que je lui ai parlé de son père, de l'amour que Marc avait pour lui avant même sa naissance, du courage qu'il a fallu pour le défendre. Et cela devra suffire. Certains soirs, comme celui-ci, après que la maison soit devenue silencieuse et qu'il ne reste que le tic-tac de la vieille horloge sur le mur, je pense à la femme que j'étais avant ce jour au bord du lac. La femme brisée par le chagrin, vivant parmi les fantômes du passé, laissant les jours passer sans but ni espoir. Je la reconnais à peine maintenant. Parce que la femme que je suis aujourd'hui, la femme qui court après un enfant de 5 ans dans le jardin, qui colle des dessins de bonshommes allumettes sur le réfrigérateur, qui embrasse les genoux écorchés et chasse les monstres de sous le lit, cette femme est plus forte que je n'aurais jamais imaginé l'être. Et tout a commencé par un choix. Le choix de courir vers le lac au lieu de s'enfuir. Le choix d'ouvrir cette valise mouillée, même quand mon cœur criait de peur de ce que je pourrais y trouver. Le choix de me battre pour l'avenir quand le passé semblait trop lourd à porter. Ce n'était pas un choix facile. Ce n'était pas un voyage facile. Il y a eu des jours où mon dos me faisait si mal à force de porter un bébé que je pouvais à peine me tenir debout. Il y a eu des nuits où les pleurs incessants m'ont laissé au bord des larmes. Il y a eu des moments où je me suis demandé si j'avais fait une erreur, si j'étais égoïste de penser que je pouvais être à nouveau mère à mon âge. Mais alors, Élie me souriait. Il disait « Nana » de cette douce voix. Il s'endormait dans mes bras, me faisant confiance pour le garder en sécurité. Et je savais, au plus profond de mon âme, que je n'avais pas fait d'erreur. J'avais fait exactement ce que j'étais censée faire. Ava et Diane font toujours partie de nos vies. Ava passe de temps en temps, apportant des cadeaux pour Élie, vérifiant comment nous allons. Diane est devenue presque une tante pour lui. Elle l'emmène au parc le dimanche, lui apprend des choses sur les oiseaux et les arbres, lui donne cet amour supplémentaire que chaque enfant mérite. L'abbé Thomas bénit notre maison chaque Noël. Il me dit qu'Élie est la preuve vivante que Dieu agit de manière mystérieuse, transformant la tragédie en triomphe, la douleur en but. Et Solène. Elle purge sa peine à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Elle ne pourra plus jamais faire de mal à Élie ni à personne d'autre. Parfois, je me demande si elle pense à lui, si elle regrette, si une étincelle d'amour maternel a jamais existé dans ce cœur froid. Mais ensuite, je me souviens de son regard quand elle a jeté la valise dans le lac. Et je connais la réponse. Certaines personnes sont incapables d'aimer. Solène était l'une d'entre elles. Elle ne se souciait que de l'argent, de la liberté,
de ses propres désirs. Elle voyait Ellie comme un obstacle, pas comme le miracle qu'il est. Sa perte est mon gain. Parce que chaque matin, je me réveille au son de petits pieds courant dans le couloir. La porte de ma chambre s'ouvre et Ellie saute dans mon lit, ses cheveux noirs en désordre, ses yeux, les yeux de Marc, brillants de la promesse d'un nouveau jour. « Bonjour, Nana !» crie-t-il en jetant ses petits bras autour de moi. Et à ce moment-là, toute la douleur, toute la lutte, tout le sacrifice en valent la peine. À ce moment-là, je sais que je referai tout. J'affronterai Solène. Je prendrai la balle. Je me battrai contre tout le système juste pour avoir cet enfant dans ma vie. Quand les gens entendent notre histoire, ils disent souvent que je suis incroyable, courageuse, extraordinaire. Mais je ne me sens pas comme ça. Je me sens juste comme une grand-mère qui a fait ce que n'importe quelle grand-mère ferait. Protéger son petit-fils à tout prix. Le véritable héros de cette histoire, c'est Marc, qui a vu clair dans le charme de Solène, qui a changé son testament pour protéger son fils à naître, qui était prêt à affronter une bataille pour le garder en sécurité. Marc, qui a payé le prix ultime pour son amour. Et le véritable miracle, c'est Ellie, qui a survécu contre toute attente, qui s'est battue pour chaque respiration dans ses premières heures critiques, qui a ramené la lumière dans cette maison qui était autrefois sombre de chagrin. Quant à moi, je ne suis que le pont entre le père et le fils, la gardienne de leurs souvenirs, la protectrice de leur avenir. Et c'est suffisant. C'est plus que suffisant.